5 ans, c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer avec les membres fondateurs. Donc, on a créé l'association en 2007 avec le pôle de compétitivité IAR, 2 industriels, un dans la chimie et un dans l'agro-industrie, 2 associations professionnelles, l'UIC et l'USIPA, qui est l'association des producteurs d'amidon. Aujourd'hui, où on en est après ces 5 ans, on est passé de 5 adhérents en 2007 à près de 50 adhérents. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était d'atteindre 50 adhérents. Ce matin, nous sommes 49 et nous avons en liste 2-3 pôles et sociétés qui nous laissent espérer atteindre 50 adhérents en début d'année. Donc, on a eu 4 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 2013. La société Clariant, l'association Plastique Europe, donc qui représente les industriels des résines plastiques au niveau français, donc c'est Plastique Europe France, Technip, société d'ingénierie qui est bien connue, et Carbios, qui est une start-up pour la création de nouveaux systèmes enzymatiques pour des polymères biodégradables. Donc aujourd'hui, nous sommes donc près de 50, 49 adhérents. Alors vous voyez au niveau des adhérents, il y a eu en 2011, entre 2010, 2011, 2012, il y a eu un déclin, mais ce déclin n'était pas lié à des défections en fait, de membres, d'adhérents, simplement qu'il y a eu des fusions en 2011 d'adhérents. Donc BASF Cognis n'a fait plus qu'un avec BASF, Rhodia Solvay c'est pareil, et Novance et Sophie Protéol, donc qui adhéraient en fait séparément, donc adhèrent globalement. Donc c'est ce qui explique en fait la diminution en 2011, et puis en 2012 on est reparti. Bon, l'objectif c'est pas atteindre 100 adhérents dans 10 ans, mais bon, déjà avec 50 adhérents on peut déjà faire beaucoup de choses, mais bon, c'est d'avoir les acteurs en fait importants et qui souhaitent s'engager tout au long de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc on a de plus en plus de sociétés qui sont dans l'aval, sociétés par exemple comme Seb, comme Michelin, qui nous ont rejoints pour être au courant en fait, des innovations de produits issus du végétal. Alors voilà la liste des 48 adhérents. Il manque donc Delivery, puisqu'on a reçu l'adhésion ce matin. Donc il y a Delivery qui est en plus pour arriver à 49. Alors, vous voyez, c'est très très multiple. Hein. C'est à la fois des sociétés, des gens qui sont en amont, qui sont de côté céréales, huile, papier avec la Copacel par exemple, des sociétés de l'agro-industrie comme Tereos, comme Rocket, comme Sophie Protéol, comme ARD, bien sûr je vais en oublier, hein, des chimistes, les pôles de compétitivité actifs comme Mode, IAR, mais d'autres pôles comme le pôle PASS, le pôle Accéléra sont présents. Bon, je ne vais pas citer, vous avez l'occasion aussi lors du déjeuner de discuter avec les différentes personnes. Il y a un système de badge, donc les adhérents ont un petit sticker vert, et puis il y a des invités, on a une trentaine d'invités, c'est des gens qui sont intéressés par la chimie du végétal, qui peuvent adhérer dans le futur à l'association, ou qui sont des personnes de l'administration qui auront des badges avec des petits stickers orange. Donc vous pourrez bien identifier les adhérents des invités lors de la journée. Alors on a mis en place un programme l'année dernière qu'on a appelé le programme CLEAR pour fédérer en fait toutes les actions au niveau des groupes d'experts. Avec l'objectif de s'axer sur la communication, sur le lobbying, à la fois au niveau français mais aussi au niveau européen, auprès des administrations dans le sens large, pour les aspects de réglementation aussi et de normalisation. Donc en fait, communication, lobbying, réglementation, c'est vraiment les 3 piliers de notre association, et en cela notre association est complémentaire des actions des pôles de compétitivité, des objets qui vont créer de l'innovation comme les IED ou les plateformes, type plateforme de démonstration. Alors là c'est peut-être illisible, mais j'ai souhaité le mettre quand même parce que ce programme CLEAR en fait c'est converti en actions. Et il y a des pivots sur ces actions qui sont dans la salle. Donc c'est un petit rappel aussi pour ces personnes.
que ces actions, en fait, c'est un programme sur 3 ans, hein, 2012, 2013, 2014. Donc ces actions sont en cours sur la biomasse, la prise en compte de la chimie du végétal dans la nouvelle PAC. L'action 3, c'est sur la mise en place de normes et de certifications pour les produits biosourcés. Donc là, il y a un gros travail qui est fait au niveau français et au niveau européen, avec le CEN, avec l'AFNOR. L'action 4, définition d'objectifs chiffrés d'incorporation. La préférence aux produits biosourcés. Et puis les subventions pour les premières unités industrielles. Une action que nous portons au sein donc du comité stratégique de filière chimie et matériaux. Et il y a une réunion avec le ministre, M. Montebourg, en février à Lyon, lors de laquelle cette action sera portée et présentée pour voir comment on peut mettre en place ces soutiens aux premières unités industrielles innovantes au niveau français et européen. Alors des résultats attendus en 3 ans, ce que j'expliquais. Voilà les actions, j'en ai parlé à l'instant. On a à chaque fois des pivots. Le but de l'association, c'est pas pyramidal, hein, c'est une association qui agit de manière transverse et avec beaucoup de délégations. C'est-à-dire qu'on laisse les groupes d'experts autonomes à partir du moment où ils respectent en fait la stratégie fixée par le conseil d'administration et la vision de ses membres. Il y a un dialogue permanent. Au niveau du bureau, on se réunit toutes les semaines pour discuter des états d'avancement. Il y a le GECOM qui participe à toutes les réunions de GE-communication, qui participe à toutes les réunions du lundi pour être au courant de tout ce qui se passe, puisque la communication, c'est un groupe bien sûr transverse au sein des groupes d'experts. Voilà, donc il y a vraiment une décentralisation et une implication de chacun. Et tous les groupes d'experts sont ouverts à tout le monde. Si vous souhaitez rentrer dans un groupe ou demander à une personne de votre organisation à insérer un groupe, il n'y a vraiment aucun problème. Ça peut se faire très largement. Pour l'année, en fait, ça c'est un message à tous les groupes d'experts. On a alloué une certaine somme aussi pour aider les groupes d'experts. Et donc il va y avoir un dialogue, puisque vous avez peut-être besoin de consultants, d'experts complémentaires, donc il y aura peut-être des frais à venir. Donc il y a une somme qui a été réservée pour pouvoir vous accompagner dans vos actions. Donc ne vous freinez pas avant d'en avoir parlé avec le bureau, avec les membres du bureau ou avec les leaders des DGE qui en parleront aux membres de bureau. Ne vous gênez pas. Ne créez pas vos propres freins. Il faut qu'on travaille vraiment en cohésion et en cohérence. Donc en cohésion avec les messages type feuille de route, document fer de lance, et en cohérence avec notre politique au niveau du CA et du bureau et des GE. Donc il y a possibilité en fait de vous accompagner aussi financièrement au niveau des GE, des groupes d'experts. Alors en 5 ans, on a eu une évolution de notre budget. Au début, on a été aidé par la DG 6, la DG Compétitivité, Industrie et Services, et aussi par la DG PAT, donc la direction au niveau de l'agriculture pour la biomasse. Ça pendant quelques années. Donc les subventions en fait ont disparu progressivement. Et aujourd'hui, il peut y avoir des subventions pour des actions bien précises, mais il n'y a pas d'aide de l'administration pour l'association en tant que telle. Donc aujourd'hui, on est financé uniquement par nos subventions. On a un budget à peu près de 300 000 euros, 290 000 euros en 2013. Et donc on a une activité qui est saine, avec une réserve autour de 100 000 euros à la fin de cette année. Donc en 5 ans, on a réussi à économiser, à mettre de côté 100 000 euros, donc ce qui est pas mal pour une association assez récente. Donc on va continuer alors, avec des événements, avec des manifestations, des actions de lobbying en 2013. Alors on a fédéré beaucoup de types de contacts. On a plus de 1000 contacts dans notre base de données au niveau de l'association, à la fois des industriels, des fédérations, des associations, des pôles de compétitivité, et puis après des administrations, des consultants, des journalistes. Donc on a, au-delà des 49 adhérents
et des 70-80 personnes qui travaillent de manière active, tout un terreau de personnes réceptives à nos messages et avec lesquelles nous dialoguons en permanence. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme manifestation durant ces 5 ans à l'extérieur? C'était quand même assez gonflé en 2010, donc avec le pôle IAR, on avait juste 3 ans de vie. On a dit il faut qu'on fasse connaître notre association au niveau mondial. Et donc on a eu un stand au congrès Bio, qui est le plus gros congrès mondial sur les biotechnologies, donc notamment les biotechnologies industrielles, avec plus de 1000 participants. En 2010 aussi, on a organisé notre premier congrès, notre premier colloque innovation en chimie du végétal, le 25 octobre 2010, avec donc des discussions sur 3 thèmes, la biotechnologie et les catalyses chimiques, donc à la fois l'aspect chimie biologique, biotech industrielle et catalyse chimique, les nouveaux monomères et polymères biosourcés et les marchés, donc une orientation technologique, produits et marchés. Donc il y avait 220 participants à cette manifestation. Ceci nous a donné en fait l'envie de faire un événement plus important. Cette fois-ci, passer d'un événement français à un événement européen. Donc on a organisé en 2011, durant 3 jours, donc 2 jours à Paris, puis une journée sur des sites industriels, des bioraffineries ou des centres de recherche ou des sociétés chimiques. Donc le congrès européen de la chimie du végétal, l'European Plant-Based Chemistry, et on a eu 450 participants, donc c'était la première édition, avec plus de 30% d'étrangers et 18 nationalités. Donc ça a été à la Maison de la Chimie, ça a été un réel succès, et c'était la première fois qu'on organisait un tel événement sur la chimie du végétal en Europe, et c'est la première fois depuis très très longtemps qu'on avait autant de participants pour la chimie d'une manière générale en France. Donc on a vraiment eu vraiment un retour très très favorable. Il y avait une demande d'échange avec des participants américains, brésiliens, chinois à cet événement, et européens bien sûr. Alors maintenant le prochain événement, c'est donc en 2013 au pavillon d'Armenonville. On va organiser donc le Plant-Based Summit. Donc on passe de Plant-Based Chemistry qui était uniquement un congrès, un Plant-Based Summit qui était à la fois un congrès et un salon avec des stands. On avait quelques petits stands en 2011, mais c'était quand même très réduit. Donc là, on aura une 50aine de stands sur le site pour donc avant tout bien sûr les adhérents, mais aussi des sociétés extérieures qui souhaitent dialoguer et présenter leurs innovations en produits biosourcés. L'idée est de retrouver sur un même site en fait différentes solutions. Par exemple, si vous développez une formule de peinture, les acteurs qui ont les réactifs pour faire cette peinture, les producteurs de peinture pour la formulation, les fabricants d'emballages biosourcés, les fabricants d'encre biosourcée pour les étiquettes. Vous voyez. Donc on va essayer d'avoir sur un même lieu un ensemble de solutions issues du végétal pour répondre à un besoin en termes de produits. Donc d'un point de vue conférence, on va passer au stade supérieur puisqu'on avait uniquement des conférences plénières. Là, on va avoir plusieurs sessions, en plus des conférences plénières, donc des sessions thématiques. Donc on attend 1000 personnes à peu près, globalement, et au moins 500 participants au congrès. Donc il y a des personnes d'InfoPro qui sont aussi là, puisqu'on le fait en association avec InfoPro. Alors, je ne sais pas si les personnes d'InfoPro sont là, elles peuvent s'identifier, elles sont derrière, elles peuvent se lever. Donc, c'est la société en fait qui est en charge de l'organisation de l'événement. Donc, si vous voulez plus de détails pour vous inscrire, pour sponsoriser, pour participer, vous pouvez les rencontrer. Ces personnes sont là toute la journée pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, je termine. Il me reste 3 minutes ou 5 minutes. Pour évoquer avec vous un sujet qui m'est cher, c'est les questions sur l'aspect alimentaire, non alimentaire. Parce que, en fait, c'est un débat qui est récurrent. On y travaille au niveau de la CDV. Je vais vous présenter 2-3 planches simplement pour vous donner
un petit peu le goût de ce qu'on est en train de mettre en place et de réfléchir. En fait, pour nous, c'est un faux débat, mais comme c'est un débat qui est sur la place publique, on se doit d'y répondre. Et donc, il ne faut pas être en défensif, il faut plutôt être en proactif et expliquer en fait le positionnement de la chimie du végétal complémentaire aux usages alimentaires de la biomasse. Alors, il y a un point qui n'est pas toujours mis en évidence de manière importante, c'est que avant de discuter des utilisations de la biomasse pour faire des produits biosourcés, il faut se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire côté alimentation pour réduire à la fois les déchets et le gaspillage lors de la chaîne du champ, ou de field, jusqu'à la fourchette. Et simplement, sans rentrer en détail, quand vous produisez sur un champ 5000 kilocalories, en fait, dans votre fourchette, vous avez 2200 kilocalories. Donc vous en perdez plus de la moitié, à la fois au niveau des récoltes. Lorsque aussi vous donnez à manger au bétail, vous perdez 1700 kilocalories, puisque vous utilisez beaucoup plus de céréales que vous avez en fait de calories protéiques qui est produite, et puis après vous avez les déchets ménagers ou lors de la distribution. Donc il y a déjà un gros travail à faire au niveau de cet aspect de perte en ligne. On passe de 5000 calories à un peu plus de 2000 kilocalories dépensées. Alors si on regarde au niveau des sols utilisés, au niveau mondial, on a à peu près 13 milliards d'hectares sur la Terre, et on a 5 milliards d'hectares destinés à l'agriculture, dont 1,4 milliard pour des terres cultivables, des terres arables. Donc il y a vraiment une potentialité, en fait, ça c'est toutes les études d'experts arrivent à cette conclusion, d'étendre en fait les surfaces cultivées, à la fois au niveau des pâtures et au niveau des autres terres qui ne sont pas utilisées, pour avoir plus de terres agricoles dans le futur. Au-delà des augmentations de rendement, etc., on peut gagner en fait sur les autres terres, pâtures et autres terres qui représentent 4,1 milliards d'hectares, on peut gagner sans toucher à la forêt. Donc ça c'est important, c'est qu'on peut préserver l'équilibre avec la forêt tout en augmentant les surfaces agricoles. On peut doubler à peu près, passer de 1,4 à 1,6, il y a même des chiffres jusqu'à 2,6 milliards d'hectares, dont 700 millions d'hectares en terres non irriguées. Donc il y a un potentiel important encore au niveau de la terre pour augmenter les surfaces cultivables, pour faire de l'alimentaire et du non-alimentaire. Alors, quand on voit l'utilisation des surfaces arables aujourd'hui, ça c'est important parce que ce n'est pas toujours mis en évidence. Sur ces 1,6 milliard d'hectares, on produit 10 milliards de tonnes de biomasse, et sur ces 10 milliards de tonnes de biomasse, il y en a 74% qui sont destinés à l'alimentation du bétail. Donc c'est un chiffre vraiment très très important. Les matériaux, donc le food c'est 18%, l'alimentaire c'est 18%, les matériaux c'est 4%, mais dans sa globalité de tous les matériaux, et dont 0,3% par exemple pour les plastiques. Donc nous on est à quelques pourcents, et vous voyez même les biocarburants qui sont toujours assez critiqués, représentent que 3,7%, mais la chimie du végétal c'est bien moindre, c'est autour de 1% de la biomasse produite. Alors quand on regarde la surface arable, et vous vous souvenez, il y avait ce chiffre de 1,4 milliard d'hectares. Ben, ce 1,4 milliard d'hectares de surface arable cultivée, c'est la partie verte foncée qui est cultivée. Aujourd'hui, la chimie du végétal, c'est 6 millions d'hectares. Comme chaque carré, c'est 10 millions d'hectares, ça ne fait même pas un carré qui est utilisé pour la chimie du végétal. Et il reste encore 1,6 milliard d'hectares qui restent potentiellement utilisables pour faire des cultures arables. Donc vous voyez, la chimie du végétal a un impact très très faible en termes de surface, et donc elle peut croître tout à fait en harmonie avec les autres usages alimentaires,
forestiers, etc., au niveau de la planète. Donc ça, c'est simplement 2-3 éléments que je voulais partager avec vous. Ces éléments-là, on est en train de les construire au niveau de la CDV, et ils seront bien sûr rendus disponibles après pour tous les adhérents, pour vous aider à véhiculer ce message qu'on peut tout à fait développer une chimie du végétal à côté des autres usages, des autres applications. Voilà. J'ai terminé mon introduction. Je pense qu'on va passer tout de suite à la table ronde, puisque bon, les questions, vous pourrez les poser lors de la table ronde. Je voulais encore vous remercier d'être venu ce matin, et j'espère que lors de cette journée, ce sera enrichissant pour vous en termes d'écoute et puis en termes de dialogue avec toutes les personnes qui sont dans l'Assemblée.